Bonsoir à tous, c'est Ça vous regarde, ravi de vous retrouver. Au sommaire ce soir, on va prendre le temps de débriefer ces nouvelles auditions de la commission d'enquête. Deux anciennes ministres de la Santé, deux doctrines opposées sur le stock de masques et deux versions du principe de précaution. Roselyne Bachelot, Marisol Touraine, qu'a-t-on appris ce soir? La réponse de nos invités dans un instant. On parlera aussi de cette saignée dans l'aéronautique. 7500 postes supprimés à Air France, 15 000 à Airbus, dont 5 000 en France. La crise du Covid est la plus violente de l'histoire de l'aviation. Que peut l'État actionnaire? Décryptage à suivre. Enfin, dans Ma journée à l'Assemblée, Thomas Després nous parlera de l'attrait des territoires. On devait en parler hier, on en parle finalement ce soir. 20 députés sur 22, c'est beaucoup. Élus au municipal qui ont choisi de quitter le Palais Bourbon. Alors le travail des parlementaires serait-il moins intéressant qu'avant? Réponse à la fin de cette émission. Voilà pour le programme. #CVR pour réagir, c'est parti. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Regardez ce sourire. Une pointe de satisfaction, pas de triomphalisme. Ce sourire, elle n'a pas pu le masquer, même s'il n'aura duré que quelques secondes. Roselyne Bachelot, très sobre, toute de noir vêtue face aux députés de la commission d'enquête sur la crise sanitaire, qui a fini par ne plus pouvoir retenir ses coups. Est-ce qu'être ministre, c'est être au courant de tout? Oui. Oui, c'est être au courant de tout. Si on n'est pas au courant de quelque chose, s'arranger pour le savoir. Et voilà, un coup de griffe direct, un tacle à l'égard de Agnès Buzyn qui a expliqué hier qu'elle n'était pas au courant de la fonte du stock stratégique de masques. On va en parler ce soir avec vous, Martin Blachier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin épidémiologiste, directeur de la société de conseil Public Health Expertise. En face de vous, Julien Borovitch, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, député La République En Marche de la Loire, vice-président de cette commission d'enquête. Vous suivez tout et vous ne ratez rien, tout comme vous, Boris Vallaud. Bonsoir et bienvenue, député socialiste des Landes. Alors, on va commencer par plutôt Roselyne Bachelot, mais d'abord un principe qui a beaucoup inspiré Stéphane Blakowski ce soir, le principe de précaution, qui figure d'ailleurs dans notre Constitution, si j'ai bien compris tout de suite. Bonsoir Myriam. Bonsoir Stéphane. Si j'ai bien compris, très bien. Si j'ai bien compris, c'est vraiment pas le moment de critiquer le principe de précaution en ce moment. Il y a des sondages qui sont sortis au mois de mai. 3/4 des Français sont favorables à ce principe. Alors si on reprend la formulation de la question, quand on demande aux Français si, en matière de risque, il est normal de prendre toutes les précautions, même lorsque les experts ont des doutes, eh bien, 73,5% répondent oui. Donc ça veut dire que dès qu'un groupe d'experts alerte le gouvernement sur un sujet qui présente un risque, eh ben, les Français sont d'accord pour qu'on prenne toutes les précautions nécessaires pour qu'on puisse être protégés. Évidemment, c'est parce que le coronavirus est passé par là. Bah oui, mais justement, le coronavirus, parlons-en, parce que s'il y a bien un truc qu'on a appris pendant l'épidémie de coronavirus, c'est que les experts ne sont jamais d'accord entre eux. Comment voulez-vous fonder une décision sur les experts, puisque dès qu'un expert dit un truc, eh ben, il y a un autre expert qui dit exactement le contraire. D'ailleurs, vous avez remarqué au départ, le président Macron pensait que ça serait le plus simple de faire un conseil scientifique et puis voilà, d'appliquer les décisions. Puis finalement, il a repris la main, il a refait de la politique. Donc il s'est affranchi du principe de précaution, pourtant inscrit dans la Constitution, c'est bien ça? Alors là, on atteint les limites de mes compétences, on les atteint très vite d'ailleurs, parce que je ne suis pas juriste, mais quand le Congrès a voté en 2005 ce principe de précaution, quand il l'a inscrit dans la Constitution, en fait, ça visait les dommages irréversibles susceptibles d'être causés à l'environnement. Donc est-ce que la santé, c'est de l'environnement? C'est pas évident. Est-ce qu'il y a des jurisprudences? J'en sais rien. Bon, alors, en tout cas, c'est assez révélateur, puisque le problème du principe de précaution, c'est que depuis qu'il est inscrit dans la Constitution, on a quand même une tendance à l'appliquer à peu près à tous les sujets. Et d'ailleurs, c'est ce que Jacques Attali redoutait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2007, Nicolas Sarkozy lui avait confié une mission pour libérer la croissance française. Libérer la croissance. Et donc la première proposition d'Attali, c'était justement de supprimer ce principe de précaution qui faisait tant de mal à la croissance. On l'écoute. Ce principe est suicidaire, il est mauvais, il ne protège pas l'environnement, il conduit tout naturellement à être appliqué bien au-delà de son cercle de définition, bien au-delà, parce que chacun veut se protéger, et en voulant se protéger, il l'applique à tort et à travers. Alors moi, je me souviens que le rapporteur de cette commission Attali s'appelait Emmanuel Macron. Est-ce que ça veut dire qu'il est contre ce principe ?
Ça suggère en tout cas qu'il n'a pas toujours été pour le principe de précaution, mais c'est pas le seul. Hein. Bruno Le Maire, il était candidat à la primaire de la droite, dans son programme pour la France, donc je vous propose de regarder ici la couverture, magnifique, 1000 pages de programme, il proposait à la page 575 de supprimer ce principe de précaution pour le remplacer par un principe d'innovation. Encore plus récemment, les Républicains, qui ne sont pas là ce soir, mais en 2018, proposaient de supprimer le principe de précaution dans la Constitution, et puis finalement ça n'a pas été adopté par la majorité d'Emmanuel Macron. Et encore une fois, je le redis, l'épidémie a changé la donne. Oui, exactement. D'ailleurs, hier, dans la commission d'enquête, on voit que cette question de la précaution est un peu sur toutes les lèvres, ou au moins dans tous les esprits. On disait à Agnès Buzyn, mais pourquoi vous n'avez pas pris les précautions? Pourquoi il n'y a pas des stocks de médicaments nécessaires pour les intubations? Comment se fait-il que vous n'y ayez pas pensé à ça? Donc, autant Agnès Buzyn, elle était souvent embêtée pour répondre à certaines questions, autant sur cette question-là, elle a pris ça avec un petit sourire amusé. Parce que franchement, pourquoi elle n'a pas pris de précautions? On l'écoute. C'est pas parce qu'aujourd'hui un problème émerge que la ministre doit forcément savoir un an avant quel est le stock d'un produit parmi 100 000. Donc c'est refaire l'histoire. Personne ne peut demander ça à une ministre. Peut-être qu'un jour on aura besoin d'un produit X, de je ne sais pas quel antibiotique sera utile pour une bactérie multirésistante. On ne peut pas demander à la ministre un an avant de savoir que ce stock d'antibiotiques existe et à quelle dose. Enfin. Donc c'est un peu le problème, évidemment, avec le principe de précaution, c'est qu'on a l'impression qu'il faudrait prendre un maximum de précautions dans tous les domaines pour tendre vers le fameux risque zéro. Donc le risque zéro, Agnès Buzyn vient de nous rappeler que c'était impossible, mais finalement la question c'est est-ce que cette obsession-là de tendre vers le risque zéro, de nous protéger de tous les risques, ne finit pas par être nuisible? On est là pour en débattre un petit peu, je crois. Absolument. On va faire un petit tour de table, puis ensuite on passe aux auditions de l'après-midi. Je vais me tourner d'abord vers le médecin que vous êtes. Quand vous entendez Agnès Buzyn dire au fond... on ne peut pas refaire l'histoire, c'est trop facile. Comment vous réagissez? Là, je suis plutôt d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Ça paraît aberrant de pouvoir prévoir tous les risques et de faire des stocks sur tout. En cas de... Alors après, qu'il faille faire de la prospective, moi je suis d'accord. Je voulais dire que le principe de précaution en médecine, ça n'existe pas. En médecine, on fait du bénéfice-risque. Donc on est en permanence en train de peser n'importe quel médicament, n'importe quelle nouveauté. Et en général, on reproche plutôt à la France et à l'Europe d'être trop conservateurs et au contraire de ne pas assez prendre de risques. Moi, je pense que le principe de précaution, il y en a plutôt trop que pas assez en France particulièrement. Ah oui. Oui. Surprise par cette réponse. Vous êtes d'accord, Julien Borovitch? Écoutez, surtout dans le contexte actuel. J'aurais une réponse assez similaire étant médecin généraliste aussi, mais oui, c'est le rapport bénéfice-risque. Maintenant, le principe de précaution, il y a aussi le principe de l'acceptabilité d'une décision. Quand j'écoutais votre introduction, c'est vrai que le principe de précaution, si vous écoutez les experts, c'est de rester à la maison en confinement total pendant encore plus longtemps que ce qu'on avait prévu. C'est ce que proposait le professeur Delfrécy à un moment. On avait l'impression que parfois même est-ce que les Français étaient prêts à l'accepter? Je n'en suis pas sûr. Il y a un problème d'acceptabilité, il y a un problème, et c'était aussi ça le but du Conseil scientifique, d'associer aussi la dimension sociale, éthique, humaine quelque part, à la dimension scientifique. Juste une dernière chose, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de batailles d'experts parce qu'on a eu affaire à un virus particulièrement inconnu jusqu'alors. Sauf que là, la ministre Agnès Buzyn parle du principe de précaution sur un éventuel médicament miracle qui aurait pu servir au cas d'une maladie, une bactérie résistante. Mais là, on parle des masques, puisque c'est ça le vrai sujet. Vous comprenez cette défense-là, Boris Vallaud? Non, à dire vrai, je la comprends assez mal. On ne demande pas à la ministre de la Santé de compter les ampoules, les masques elle-même dans les stocks de l'État. En revanche, dès lors qu'on prépare des plans, qu'il y a des doctrines qui sont élaborées, établies, qui disent, voilà, il faut qu'il y ait... compte tenu d'un certain nombre d'hypothèses, tant de masques, tant d'antiviraux, tant de dispositifs médicaux, eh bien, il faut s'assurer dans la continuité que ça existe bien. Évidemment, il y aura toujours des imprévus, mais limiter le risque, c'est quand même anticiper aussi la possibilité de crise grave. Sinon, et c'était pas très rassurant hier, ce que nous disait Agnès Buzyn, c'est qu'on se dit finalement que on avait une vraie question sur sommes-nous protégés sur d'autres types de risques, compte tenu finalement de cette espèce de relativité qu'elle accordait à toute espèce de risque. Alors on va commencer par Roselyne Bachelot. C'était la dernière audition. Vous en sortez à peine, messieurs. Une audition un peu étrange. Elle était très très calme au début, mais progressivement elle s'est montrée un petit peu agacée, mais elle a toujours été fidèle à elle-même, très politique. Je rappelle que Roselyne Bachelot était ministre des Affaires sociales et de la Santé de 2007 à 2010 et qu'elle a fait face à moult critiques, puisqu'il y avait, vous souvenez-vous, en 2009, la grippe H1N1, moult critiques, car moult tests
et moult masques. Regardez, c'est compilé par Clément Méric. Je me garderai bien de donner des leçons à mes successeurs ni de juger leur action, tant je connais la difficulté de leur tâche. Je ne suis pas devant vous pour faire des commentaires ou exprimer des opinions, mais bien pour expliquer la genèse et la mise en œuvre de mes décisions. Les procès dont j'ai été l'objet, les moqueries, les mises en cause, ont été d'une telle violence et d'une telle injustice que je peux à la limite comprendre les craintes que cela a suscité chez certains, de mes successeurs. On s'est dit peut-être qu'à un certain moment, il y avait plus de risques à en faire trop qu'à en faire pas assez. Ce n'est pas au moment où la pandémie se déclare qu'on peut se procurer des masques. C'est la raison pour laquelle j'avais constitué ce stock de 1 milliard de masques chirurgicaux, 728 millions de masques FFP2 que j'ai complété avec 500 millions de masques. Un ministre doit être informé, il ne s'agit pas tous les matins que vous ayez une note qui vous dise on en est là du stock, bien entendu. Mais la politique des masques, c'est le ministre qui en décide. Il me faut expliquer pourquoi j'ai commandé 94 millions de doses, car étant donné le panier de conneries que j'entends sur cette affaire, je suis heureuse de donner quelques explications. Il y a des choses que je regrette, j'en ai déjà dit une, je n'ai pas acheté assez de vaccins. Ça, c'est sûr. Si je veux être raccord avec ma ligne de prévention maximum, j'ai objectivement pris un risque. J'ai entendu un représentant d'un syndicat de médecins dire « Nous n'avions pas de masque dans nos cabinets, mais enfin, des médecins qui n'ont pas de masque dans leur cabinet, qui ne se constituent pas un stock, nous n'avions pas de blouse, mais enfin, pourquoi les médecins ne portent plus de blouse ? Mais qu'est-ce que c'est que c'est dans ce pays de Pasteur ? Qu'est-ce que c'est que cette médecine ? On attend que le préfet ou le directeur de l'ARS vienne avec une petite charrette porter des masques ? Mais qu'est-ce que c'est que ce pays infantilisé ? Il faut quand même un peu se prendre en main dans ce pays. C'est ça la leçon qu'il faut tirer. Voilà, elle se lâche, elle finit par dire ce qu'elle pense. Peut-être au médecin que vous êtes, Julien Borowitz, pour rebondir sur cette dernière critique. Parce qu'elle dit au fond, les médecins à se débrouiller eux-mêmes. Et bien pour le coup, elle a raison. Je vous dire, elle a raison, parce que finalement, on n'a jamais attendu qu'on nous donne une directive pour acheter du gel hydroalcoolique ou du savon dans nos cabinets, des gants ou quoi que ce soit d'autre. Donc je crois... deux choses, on a besoin de tirer, mais elle le dit, de tirer les conséquences de tout ça, en achetant et en se procurant les dispositifs, les équipements de protection qu'il faut. Et puis, nous, médecins, nous, soignants, et puis peut-être plus généralement la population, doit peut-être tirer les enseignements d'une vraie politique de santé publique et d'hygiène qu'on n'a peut-être pas menée depuis un certain nombre d'années. Et là, c'est pas du tout une critique politique, c'est une critique de société. Je crois qu'il faut qu'on en prenne conscience. Martin Blachier, on est un pays infantilisé ? Non, mais juste, je pense sur la question des masques pendant la crise. Il y a des sujets qui sont politiques, il y a des sujets qui sont scientifiques. L'impact sur l'épidémie de l'histoire des masques et de l'histoire des tests, je pense qu'on pourra la déterminer. À mon avis, elle sera minime. Qu'est-ce qui a été déterminant sur l'épidémie ? C'est la décision de confiner, la décision de déconfiner et le schéma de déconfinement. Voilà, c'est ça qui compte. Savoir si, alors, en dehors des personnels soignants, c'est un sujet complètement à part pour moi et qui est les médecins qui ont affronté la crise face aux politiques. Ça, c'est un autre sujet, mais pour le peuple, de manière générale, le fait qu'il n'y ait pas eu de masque pendant le confinement, ça n'a pas joué sur l'épidémie, puisqu'on était confinés. Le poids du confinement est trop fort pour que le poids du masque compte. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette commission d'enquête, pour savoir ce qui s'est passé, elle sert à rien ? Ça veut dire que scientifiquement, le poids de tous ces sujets sur l'épidémie, il est très très faible. Le fait qu'on n'ait pas eu de test, ça n'a pas joué puisqu'on était confinés. Et de toute façon, la décision de se confiner s'est prise très tôt. Je ne pense pas qu'il y ait eu un grand retard. Au contraire, on a été assez rapide. On n'aurait pas confiné la France quand il n'y avait pas de cas et quand il n'y avait pas de malades dans les services. Ça aurait été impensable. Donc franchement, on accable le gouvernement pour de mauvaises raisons. L'opinion publique a été quand même extrêmement marquée par cette pénurie. Mais sur un plan épidémiologique et scientifique, je ne suis pas sûr que c'est un impact énorme dans les courbes qu'on peut voir. Comment vous réagissez
Mais c'est effectivement toutes les questions, qui se posent et qui justifient une commission d'enquête. Parce qu'on ne peut pas être indifférent au fait qu'un certain nombre de scientifiques considèrent que si nous avions massifié les tests avant, peut-être aurions pu nous dispenser, c'est peut-être pas le cas, du déconfinement. Est-ce que finalement la communication du gouvernement a été dictée par l'état des stocks ? Les masques n'étaient pas utiles quand il n'y en avait pas, ils devenaient très utiles quand il y en avait. Est-ce que la possibilité de tester, isoler, aurait pu être fait plus en amont ? Quand il y a le directeur général de la santé qui nous dit, quand l'OMS dit tester, ça ne s'adresse pas à la France, et qu'un autre professeur qui me paraît tout aussi, vous savez, je n'ai pas de compétences scientifiques, tout aussi qualifié, nous dit exactement l'inverse, évidemment, on a besoin d'un peu de clarté, parce que la décision publique, précisément quand on n'est pas un scientifique, elle est censée être éclairée par des avis qui parfois sont contradictoires les uns avec les autres. Et donc la question de la confiance, elle est importante. Et cette commission d'enquête, elle a aussi pour et ce que dit le docteur Blachier, enfin, moi que je comprends, qui parle en tant que scientifique, c'est qu'il y a quand même un biais, enfin un biais, c'est pas un biais, c'est une orientation politique dans les questions. Quand on suit la commission, on voit bien que les questions de la République En Marche sont plutôt sympas, elles ont parfois tendance, dans l'exposé des questions, à soutenir, par exemple, Agnès Buzyn hier, et l'opposition à, au contraire, chercher à la coincer. Donc il y a une exploitation politique de... Non, alors là, vraiment, écoutez, je ne pense pas qu'il y ait d'animosité dans le ton de la commission d'enquête. Vraiment, je pense que d'ailleurs certains de vos collègues nous ont dit vous êtes un peu tendre parfois. Et on est sur le même registre de questions. Regardez les questions que j'ai posées moi cet après-midi à Marisol Touraine. N'étaient pas plus tendres ou plus complaisants que celles que j'ai pu poser, hier à Agnès Buzyn ou à des... On a précisé que Marisol Touraine, c'est la même famille politique que la vôtre, Boris Vallaud. Je précise pour ceux qui nous regardent que Marisol Touraine est dans la même famille politique que la vôtre, le Parti Socialiste. Donc ce que je veux dire, c'est que... il y a des décisions qui ont été prises. Voilà, il faut qu'on réussisse à comprendre les raisons pour lesquelles, en Allemagne, il y a eu moins de décès qu'en France. Il y a peut-être des réponses sur l'organisation des soins. Alors, on va y venir, parce que c'est la deuxième audition avec Marisol Touraine qui apporte des éléments parfois contradictoires entre les différents dirigeants. Juste un mot là-dessus. Je crois honnêtement, on va dire que c'est de la flagornerie pour l'exécutif, mais je crois que c'est tout l'intérêt de la commission qu'a mise en place l'exécutif, avec uniquement une commission d'enquête sur un volet très scientifique, avec justement une volonté d'aller voir ce qui se passe à l'étranger. Parce que, inéluctablement, j'entends ce qui vient d'être dit, mais il y a toujours une connotation politique. Bah, c'est logique, c'est normal. Bon. Voilà. Je vous propose d'avancer. Je voudrais juste qu'on voit un sujet d'Ahmed Tazir, parce qu'il replace au fond cette audition dans son contexte. Elle n'a pas voulu se faire de politique, même si elle en a fait évidemment à fleur et moucheté. Elle n'a pas voulu en tout cas donner de leçons, et surtout pas au fond s'offrir une vraie revanche. Les médias l'ont fait pour elle. Roselyne Bachelot réhabilitée. C'est signé Ahmed Tazir. Elle a été en première ligne il y a 10 ans. Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé, affronte l'épidémie de la grippe H1N1. À l'époque, la France dispose de plus d'1,5 milliard de masques. En janvier 2010, devant la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, elle est accusée d'avoir surévalué le danger. On a tous des provisions considérables de masques aujourd'hui. On n'a pas été foutus de nous dire, les experts justement, à quel moment il fallait les mettre ou ne pas les mettre. C'est quand même, là aussi, je le regrette, c'est un gaspillage de deniers publics. Chaque collectivité s'est équipée de manière parfois massive, et il n'y en a pas qui ne l'ait pas fait. Voilà, aujourd'hui on l'a fait. Qu'est-ce qu'on fait de ces masques? C'est M. Issindou qui me dit on ne sait pas quoi faire de nos masques. Je dis, les masques, ils sont un stock de précaution, excusez-moi si ce mot devient un gros mot ici, ils sont un stock de précaution qui est destiné à toutes sortes de pandémies. Et ce n'est pas évidemment au moment où une pandémie, par exemple du type H5N1, surviendra, qu'il s'agira de constituer les stocks, bien entendu. En 2020, la crise sanitaire du Covid-19 est passée par là. L'impréparation du gouvernement est dénoncée un peu partout. Les masques sont introuvables. Le couac d'aujourd'hui donne raison à Roselyne Bachelot. Alors depuis le début de la crise sanitaire Covid-19, c'est une dizaine d'invitations dans les médias. Roselyne Bachelot, bonjour. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour Elisabeth Martichoux. Madame Bachelot, bonjour. Bonjour Bernard Poirette. Roselyne Bachelot, bonjour. Bonjour. Merci. Fort de son expérience au ministère de la Santé, la parole de Roselyne Bachelot est attendue. Et forcément, on lui pose la question. C'est votre revanche là, en ce moment?
J'ai du mal à considérer cela comme une revanche, parce que une revanche, c'est quelque chose de joyeux et je ne suis pas joyeuse. Pour moi, la chose est simple. En tant qu'ancienne ministre de la Santé, c'est la stratégie de la protection maximum qui est la seule bonne. Qui vous avait été reprochée à l'époque, voilà. Roselyne Bachelot dit recevoir ces derniers mois des milliers de messages sympas pour la remercier d'avoir eu raison trop tôt, comme on rendrait hommage à une lanceuse d'alerte. Maurice Ballot, elle avait évidemment le beau rôle aujourd'hui. Vous qui êtes socialiste, je rappelle que vous étiez à l'Élysée et ensuite, et même avant tout le mandat de François Hollande, vous étiez au ministère d'Arnaud Montebourg du redressement productif. Mais en H1N1, c'était l'opposition socialiste. Vous regrettez que votre famille politique lui soit tombée dessus avec beaucoup d'autres en parlant Moi, je regrette rien. D'une grippette avec trop de moyens? Je n'y étais pas. En tout cas, ce que l'on comprend d'évidence, c'est qu'il y a une dimension politique à toute crise sanitaire. Voilà. Et que la question de la compréhension par les Françaises et les Français et leurs représentants des choix qui sont faits est une nécessité impérieuse. Voilà. Et dans la crise du H1N1, comme dans la crise de la pandémie aujourd'hui. Et l'utilité de ces commissions d'enquête, c'est de comprendre. Et malheureusement, la réitération des crises, c'est qu'on peut tirer d'une crise à l'autre un certain nombre de leçons. Et c'est vrai, aujourd'hui, Roselyne Bachelot, elle a commencé effectivement en disant qu'elle ne jugerait pas la façon dont a été gérée la crise actuelle. Et puis, de fait, elle l'a fait un peu. Elle a mis une petite cartouche à Agnès Buzyn en disant c'est pas normal. Voilà, mais ça éclaire aussi les travaux de la commission. C'est pas une seule audition que l'on fait. On en fait des dizaines. Et j'allais dire, notre opinion s'affine ou parfois on est démenti dans ce que l'on croyait. Alors on va aller... L'opposition est surprise. Vous reprochez à Bachelot de ne pas d'en avoir trop fait, puis vous reprochez maintenant à Buzyn de ne pas en avoir assez fait. En fait, quand on est dans l'opposition, on est toujours... D'abord, à ce stade, il n'y a pas de reproche. On essaie de se faire une opinion. S'agissant des masques, je vous dis, il y a eu une communication qui a été erratique et qui a laissé penser à beaucoup de gens qu'il y avait un problème sur les masques. Pas forcément sur un plan épidémiologique. Moi, ça, je ne suis pas capable de le Mais que dire. les masques ne servaient pas, et puis finalement, ils étaient devenus utiles. Voilà, exactement. Et on s'aperçoit qu'en 2018, il y a la destruction de 600 millions de masques, avec peu de reconstitution de stock. Et on a besoin de comprendre, et la ministre ne semble pas du tout au courant du truc. C'est quand même important. Elle n'a jamais reçu le courrier. Voilà, et à la fin, oui, c'est un peu embêtant. Et à la fin, quand même, on a une responsabilité politique. Et oui, on n'est pas sur le même registre, qu'il y a des dépôts de plainte, la justice fera son travail. Ma question est simple. Est-ce que vous auriez mieux fait? Éric Ciotti, il y a quelques semaines, disait oui, on aurait mieux géré cette crise sanitaire. Si vous aviez été aux affaires. Je n'en sais absolument rien. Voilà. Face à des difficultés comme ça, je ne sais pas. Et je sais ce qu'est les tensions dans un appareil d'État, parce que moi j'ai vu d'autres crises de près, notamment s'agissant des attentats. J'ai vu ce qu'était l'État, sa mobilisation, aussi les moments de doute de ceux qui décident, qui se demandent comment le pays va réagir, est-ce que les institutions vont tenir. Toutes ces questions-là, elles se posent de crise en guerre. En tout cas, si ça devait se reproduire et que nous étions en responsabilité, j'espère qu'on en tirerait un certain nombre de leçons. Alors, on va aller dans le détail. Vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais juste dire une chose sur le déconfinement. Je crois que la France a été un des premiers pays en Europe à se poser la question et à travailler sur le déconfinement. Et je pense que la France a été assez leader sur ce sujet-là. Je crois que ça, c'est une séquence qui a été très réussie. Et moi, j'ai des journalistes américains qui m'ont appelé, la sortie de crise est mieux réussie que l'entrée. Comprendre comment la France a si bien réussi sa stratégie de déconfinement. Et je pense que le plus dur, c'est maintenant. En fait, c'était pas avant. Je pense que le plus dur, c'est maintenant, parce qu'il va falloir trouver exactement la bonne balance entre la risque de reprise épidémique et la risque d'anéantissement total de la société française. Et là, à mon avis, c'est là que ça va vraiment se jouer très finement. Vous faites partie de ceux qui pensent qu'il y aura une deuxième vague, même si elle est de moindre ampleur? J'étais un des premiers à le penser. Je suis rejoint par de plus en plus de gens. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde aujourd'hui qui pense qu'il n'y a pas de risque de recirculation virale. Donc le risque, il existe. Et maintenant, il va falloir doser. Et ça va être assez difficile dans les mois qui vont venir. Alors, on va aller au fond du dossier. Qui savait quoi sur le stock de masques? On parle de la fonte de ce stock stratégique, et puis surtout de son état, puisque certains ont l'air de dire qu'ils étaient périmés, voire moisis, d'autres qu'il n'y avait pas de date de péremption. Bonsoir Géraldine Wössner. Merci d'être avec nous. Derrière votre écran, vous êtes journaliste au Point, chroniqueuse dans cette émission, et vous avez suivi attentivement l'audition de Marisol Touraine. Que faut-il en retenir? Mais on a clairement assisté à une passe d'armes avec Agnès Buzyn, qui s'est défendue hier en répétant que jamais elle avait reçu la moindre alerte sur l'état des stocks de masques chirurgicaux et d'antiviraux périmés, qu'elle avait découvert cette situation à la veille de la crise, alors même que ses services le savaient, puisqu'ils avaient été alertés depuis 2018.
Ce qui fait dire d'ailleurs à l'un des députés, mais est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Qui dirige? Pour Marisol Touraine, c'est clairement la ministre. Elle dit avoir veillé... On sait qui fait quoi. Il y a des gens qui prennent des décisions. Évidemment, une ministre ne va pas compter les ampoules, mais une ministre, elle marque des orientations, elle prend des arbitrages et elle est amenée à certains moments à poser des questions et à regarder sur certains sujets qui lui sont posés quelle est la position qu'elle prend. Et des décisions, donc, elle en aurait prises, Marisol Touraine. Celle de ne pas renouveler le stock de masques FFP2, par exemple, c'était logique. Il y avait une nouvelle doctrine qui disait que c'était aux établissements eux-mêmes de s'en équiper. Elle assume donc parfaitement de ne pas les avoir renouvelés. En revanche, son explication sur les masques chirurgicaux qui ont cristallisé en quelque sorte la gestion chaotique de cette crise est beaucoup moins claire. Donc elle dit avoir veillé personnellement à ce qu'on garde un niveau élevé de masques chirurgicaux pour le grand public, c'est ça? Voilà, proche de ce milliard recommandé dans différents rapports. Il y avait 720 millions de masques quand je suis arrivée, 750 quand je suis partie, et elle donne le détail des commandes qu'elle a réalisées. Oui, j'ai commandé des masques. Il y a eu une volonté de toujours aller le plus loin possible. Et si nous n'avons pas, encore une fois je me répète, mais si nous n'avons pas dit il faut absolument pousser les feux, c'est parce qu'on me disait, 1, il n'y a pas de date de péremption, et 2, avec 750 millions de masques, on est quand même paré, on n'est pas dans une situation où on est démuni. Voilà, mais elle donne des chiffres qui ne vont pas. Le stock dormant qu'elle a trouvé en 2012, on comprend qu'elle ne l'a en fait pas ou quasiment pas renouvelé. 115 millions de masques ont été commandés pendant qu'elle était aux affaires. Elle s'en explique en répétant plusieurs fois, mais on m'a dit qu'il n'y avait pas de date de péremption pour ces masques. Comment ont-ils pu se retrouver moisis, dans ce cas inutilisable? Pas de réponse, sinon, moi, vous savez, dans cet entrepôt, j'y étais pas. Et ce qu'on comprend en creux, c'est qu'il y a au minimum eu une défaillance de ceux qui étaient censés vérifier physiquement l'état de ces stocks. Le patron de l'EPRUS, à l'époque, l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, une structure qui a perdu 40% de son budget entre 2010 et 2015, 14% de ses personnels. Ensuite, on a fondu l'EPRUS dans cette agence Santé publique France sans augmenter ses moyens. Et elle est peut-être là la clé de ces manquements. Face à des risques multiples, il faut bien arbitrer quand on n'a pas d'argent. Merci beaucoup Géraldine. Boris Vallaud, il y a un sujet sur l'état des masques. Olivier Véran a dit ici même que ces masques, il ne les donnerait pas à un lapin nain, pour reprendre son expression, qu'ils étaient moisis, qu'il fallait les détruire. Ils n'étaient pas... On a quand même fini par les distribuer. Ceux qui n'ont pas été détruits ont été testés par la DGA et ont été distribués. Ceux qui ont été détruits n'ont pas été distribués. Ceux qui ont été distribués n'ont pas... Ils ont été déclassés. C'est très technique. Ils ont été déclassés. Grand public. Il y a évidemment une généalogie de cette histoire des masques à établir. Parce qu'il y a un rendez-vous en 2011 qui dit, voilà, les masques chirurgicaux destinés au grand public demeurent des masques d'État avec un objectif d'1 milliard. Les masques FFP2 dont je comprends, mais ça je parle sous le contrôle des spécialistes, qu'eux ont une date de péremption, ont besoin de rouler plus rapidement, donc ils sont déconcentrés, décentralisés dans les hôpitaux. Et dans les premières acquisitions, il n'y a pas de normes européennes et donc il n'y a pas de date de péremption. 2014 apparaît une norme européenne qui conduit à partir de 2016 à faire tester ces stocks de masques et il se révèle qu'en 2017 ou 2018, qu'ils sont non conformes au regard de ces normes européennes. Et donc, il est décidé, c'est en 2018, de détruire 600 millions de masques et de n'en racheter que 50 millions. Plus 50 millions si les moyens le permettent. Et c'est là où il y a une vraie question, il semblerait qu'il y ait un changement de doctrine. Un changement de doctrine en 2011 et en 2013. Et en 2013, il ne semble pas y en avoir une. En 2018, il n'y a pas de reconstitution des masques. Et de l'audition de M. Salomon, je comprends, il nous l'a dit, qu'il considère que l'absence de consensus scientifique sur l'utilité des masques le conduit à ne pas le recommander. Et là, la ministre, Mme Buzyn, nous dit « j'en ai jamais entendu parler ». Et moi, je considère que, comme haut fonctionnaire, avec des responsabilités, quand on prend des décisions, ils s'en prennent tous les jours, mais des décisions aussi majeures et qui sont un changement de doctrine, par ailleurs établi plusieurs années avant, dans un dialogue interministériel avec le secrétariat général de défense nationale, c'est une décision
dont la ministre aurait dû être informée et qu'elle aurait dû prendre. Alors, on arrive sur la question de qui savait quoi. Est-ce que c'est possible? Les deux ministres, Marisol Touraine et Roselyne Bachelot, très clairement aujourd'hui, disent à Agnès Buzyn, on doit savoir. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Ça n'est pas possible. Nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est-à-dire que là, sur l'histoire de Marisol Touraine, je suis désolé, mais il y a un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On nous dit, j'arrive, il y a, je ne sais plus, 750 millions, je repars, c'est à peu près pareil. Formidable. Mais il y en a 650 millions qui ne marchent pas. Et on attend... Il y a eu un changement de norme, en fait. C'est les mêmes, mais c'est la norme Non, attendez. Et on attend 2017, donc la fin du mandat, pour demander... 2016, Julien Moritz. 2016. Oui, c'est vrai, 2016. 2016, Monsieur Vallet, donc DGS, demande un état des lieux. Benoît Vallet, voilà, directeur général de la santé de Marisol Touraine, qui dit, lui, que sur ces stocks détruits, certains étaient utilisables. Alors, oui. Et il demande un audit, il fait un audit, il regarde ce qui se passe. Pas que sur les masques d'ailleurs, sur toutes les capacités de réponse à des épidémies en France. On a la réponse 18 mois après. Bon. C'est long. Accélérer le fonctionnement de l'administration, je trouve que... Mais oui, c'est une vraie question. Santé publique France, qui normalement dit « j'entretiens régulièrement, je surveille régulièrement mon stock », il faut 18 mois pour répondre. Bon, voilà, je le note. Et au bout de 18 mois, on nous dit « il n'y a plus rien ». Il y a 650 millions de masques qui ne sont pas aux normes, il y a plus de pilules d'iode, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, on peut dire qu'on avait des stocks, mais quand on sait qu'en fait, in fine, ces stocks, ils n'étaient pas valables, bon, voilà, dont acte. Je voudrais vous faire réagir là-dessus. On voit qu'on est en train de reconstituer une chronologie très technique, complexe, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans l'administration sanitaire et au niveau du ministre, sur un stock de masques avec des doctrines qui changent. Comment vous regardez ces débats-là? Moi, la question que je me pose, c'est si ces masques avaient été présents en nombre, on avait une opulence de masques, est-ce que ça aurait changé la manière dont on aurait géré l'épidémie? Et je regarde un peu ce qui s'est passé ailleurs dans le monde. Est-ce qu'il y a des pays qui ont une stratégie 100% basée sur le masque, qui a évité un confinement, qui a évité les conséquences économiques? Non. À l'évidence, non. Il n'y a aucun pays, même en Asie, il n'y a pas eu de stratégie qui a été basée sur le masque et qui leur a évité de passer par ce par quoi on est passé. Il y a quand même un port du masque qui a été plus développé au Japon. En Asie, c'est le cas. Ils ont confiné en Chine aussi. Non, mais ils sont confinés au Japon, ils sont confinés un peu partout. Il y a plein de pays où ils ont dit Corée aussi, Corée du Sud. Ils ne sont pas confinés, mais ils ont mis des mesures de distanciation sociale et puis ils sont tellement adhérents. Ils avaient un stop Covid qui marchait bien. À ces mesures-là, ils ont aussi une application qui marchait bien. Voilà, il n'y a rien qui a été communiqué d'une stratégie 100% masque. Et je pense qu'en France, de toute façon, c'était trop tard. On devait se confiner. Donc, vous ne pouvez pas avoir une stratégie masque. Au moins, on s'en est rendu compte. Parce que l'épidémie s'est probablement développée sur plusieurs mois de manière tout à fait silencieuse. Après, il a commencé à y avoir des clusters dans l'Oise. On a fait ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire, on a été isoler les clusters. On fait exactement la même chose que ce qu'on a fait aujourd'hui. Et puis après, on a commencé à avoir les services qui se remplissaient. Ça a été la panique. On a confiné. À partir du moment où on était confiné, jusqu'à la fin du confinement, il n'y avait plus de sujet. Et je crois que quand c'est déconfiné, il y avait les conditions qui faisaient qu'il y avait suffisamment de masques. Donc, une question à nouveau, parce qu'il y a une chose qu'on ne comprend pas, c'est certes le confinement était total sur l'ensemble du pays, on a l'impression que le virus a été écrasé de manière presque plus importante que ce que les experts, les scientifiques, les médecins imaginaient. C'est le confinement total, ça, ou est-ce que c'est l'incertitude qu'on a sur ce virus qui fait qu'on ne comprend pas tout? Non, on sait, il y a plein de papiers qui sortent et qui disent que c'est le confinement qui a permis d'écraser. Et puis le fait que tous les pays qui se relâchent au bout de 3-4 semaines, ça remonte comme dans le sud des États-Unis, le fait qu'on voit qu'ils n'arrivent pas à stopper l'épidémie parce qu'ils arrivent à confiner que la moitié de la population d'Amérique du Sud, le fait que même en Chine, où ils ont des conditions drastiques et des clusters qui se reprécisent, voilà, on sait que c'est le confinement qui a joué et on sait que toutes les infections pendant le confinement, ça a été dans les familles, dans les foyers. Et bien justement, c'est bien que vous parliez des États-Unis parce que je voudrais qu'on retrouve François Durper parce qu'aux États-Unis, vous l'avez dit, l'épidémie évidemment ne s'atténue pas du tout. Au contraire, bonsoir François, Donald Trump refuse toujours de porter le masque alors que plusieurs régions américaines se sont reconfinées comme la Floride ou l'Arizona. Donald Trump est le seul chef d'État et chef de gouvernement à ne pas avoir porté de masque pendant cette période du coronavirus et il en a fait sa marque de fabrique.
On se souvient de cette image volée, c'était le 22 juin dernier, dans une usine Ford dans le Michigan. Image volée parce que Donald Trump s'était mis en colère en disant la presse américaine me fait un sale coup, je ne devais pas me montrer avec ce masque. C'est pour Donald Trump une question de virilisme politique. Alors il est seul et contre tous, hein, évidemment contre les démocrates, mais également contre ses propres équipes. Le vice-président Mike Pence porte un masque, la première dame, on l'a vu avec un masque sur Twitter, elle est même militante du masque, et la plupart de ses collaborateurs portent un masque. Alors pourquoi cette attitude de Donald Trump? Eh bien c'est une manière de faire du populisme sanitaire, de dire à ses électeurs je suis contre l'establishment, je suis contre la raison médicale, je suis contre le devoir éthique et moral. Tous les hommes politiques vous disent de porter un masque, mais moi, je suis au-dessus. Alors la conséquence de cela, eh bien, c'est qu'on personnalise la tragédie du coronavirus et que l'on dise c'est la faute de Donald Trump. C'est un peu ce qui s'était produit pour George W. Bush en 2005. On parlait de Katrina, de l'ouragan Katrina, comme le désastre de George W. Bush. C'est ce qui est en train de se produire pour Donald Trump et le coronavirus, avec une conséquence immédiate sur le plan électoral, moins 10 en moyenne de sondage par rapport à Joe Biden. Il faudrait maintenant un miracle pour qu'il puisse l'emporter. Les précédents historiques, c'est Carter qui était à moins 10 mais qui a perdu. C'est George Bush père qui avait également perdu. Il n'y a qu'un seul précédent heureux, c'est Harry Truman en 1948 qui était à moins 11 en juillet, qui précédait novembre de l'élection. Lui avait gagné et évidemment Donald Trump, il va espérer reproduire l'exploit de Harry Truman. Martin Blachier, c'est le contre-exemple absolu, les États-Unis en matière de gestion sanitaire. Bah oui, là ça se passe pas bien pour eux, hein. Ils vont s'en sortir parce qu'ils vont finir par reconfiner et puis ils vont réussir à casser leur courbe. C'est vrai que Trump, entre la chloroquine en préventif, ça c'est un vrai sujet. Là pour le coup, je pense que c'est important parce que la répercussion mondiale de cette histoire de chloroquine, elle a été très impressionnante. Moi j'ai des amis qui sont en Amérique du Sud, ils disent qu'il y a des gens qui prenaient de la chloroquine et qui sortaient sans masque en se disant je suis protégé alors qu'il n'y avait aucune preuve. Là, pour moi, il y a un vrai sujet. C'est à quel point l'impact mondial de cette histoire de chloroquine, voilà, ça a dépassé un petit peu. Il y a eu l'histoire aussi de l'eau de Javel, hein, qui aurait pu servir. Après, le masque, il faudrait en porter un, parce qu'à son âge, s'il attrape le coronavirus, il ne va pas se sentir bien. Donc, je pense que moi, je lui prescrirais un masque pour lui. Ah, voyez le masque. Boris Vallaud, c'est vrai que là, bon, c'est deux poids deux mesures totales, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai qu'en comparaison, on se dit, on est peut-être un peu, comment dire, un peu dur avec nos gouvernants quand on voit ce qui se passe aux États-Unis. Ah oui, non, mais je veux dire, personne n'espère en France avoir un zozo comme Trump comme président de la République. Ça, je vous le confirme. Bon, ben voilà, il ne porte pas le masque. Et ben, on verra. Alors, Boris Johnson, je crois, avait assez peu de précautions au départ. Hein. Ouais, il l'a regretté. Il l'a regretté amèrement. Julien Borowitz, le mot de la fin. Cette commission d'enquête, elle est utile. Vous allez faire... Voilà, il va déboucher une sorte de réforme peut-être du système de l'administration sanitaire. Parce que quand on se dit que finalement, en écoutant l'infectiologue... Je sens que je vais vous mettre mal à l'aise. Non, moi aussi d'ailleurs. C'est un peu ce qui ressort de ce débat finalement. On se dit, il faut évidemment screener tout ce qui s'est passé, mais à écouter les experts, c'est pas forcément ça qui aurait changé. On a écouté beaucoup d'experts depuis quelques semaines, et s'ils étaient tous à l'unisson, ça se saurait. Non, mais je crois qu'il y a une problématique aussi entre agences, donc il faut aussi qu'on discute du fonctionnement de ce qu'on a mis en place, nous, en tant qu'élus. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il faut le modifier? Est-ce qu'il faut aller plus loin? On en parlait tout à l'heure dans la santé publique. Voilà. Donc non, bien sûr qu'il y a un rôle. Il y aura des responsabilités pointées, mais il y aura peut-être aussi des décisions politiques. Voilà, la question, c'est pas uniquement de savoir si c'est un tribunal et s'il y a des responsabilités à trouver. Il y a aussi peut-être le fait d'avancer et d'être constructif et de trouver des solutions pour la suite. Mais une dernière fois, soyons toujours très modestes et très humbles en santé, parce que c'est toujours très difficile. C'est toujours beaucoup plus facile a posteriori. Et d'ailleurs, la prochaine fois, aura-t-on le même virus ou d'ailleurs, je ne souhaite pas qu'il y ait de prochaine fois, mais difficile, hein. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'LCP pour ce débat. On va parler à présent d'Airbus qui passe en économie d'énergie, si l'on peut dire. La restructuration du constructeur aéronautique est massive. 5000 postes supprimés en France, Toulouse, Nantes, Saint-Nazaire sont les sites français les plus touchés, 15 000 dans le monde. On fait le point avec Ahmed Tazir avant que d'autres invités nous rejoignent sur ce plateau.
Et voici que la pandémie continue de faire payer un lourd tribut aux géants de l'industrie et aux compagnies aériennes. C'est le plus gros plan de réduction d'effectifs de l'histoire d'Airbus. 15 000 postes vont être supprimés en Europe, dont 5 000 en France et autant en Allemagne, ce qui représente au total 11% des salariés. Le président du géant aéronautique parle d'une crise d'une gravité incroyable. À Toulouse, les syndicats s'opposent à tout licenciement contraint. Alors les lignes rouges de l'organisation syndicale, elles sont très claires. Pas de mesures de licenciement contraint. C'est le combat, ça va être le combat dans toute la filière. Parce qu'aujourd'hui, Airbus fait ses annonces. Donc vous imaginez qu'avec des mesures pareilles, chez le chef de file de la filière, les conséquences que ça va avoir dans les prochains jours, vraisemblablement, pour d'autres entreprises. Le gouvernement veut minimiser l'impact de la crise sur l'emploi et sur la restructuration d'Airbus. Il espère sauver 2000 postes. Si vous mettez en place l'activité partielle longue durée qui a été annoncée et qu'Airbus va évidemment utiliser, c'est 1500 emplois qui seraient sauvés. On investit aussi massivement sur l'avion de demain, la nouvelle génération d'avions verts, sobre en carbone, c'est 500 emplois qui vont être sauvés pour Airbus, déjà 2000 emplois. L'avionneur a déjà bénéficié du chômage partiel pendant la crise. Il profitera également du plan de recherche du futur et du nouveau dispositif de chômage partiel de longue durée. La direction d'Airbus devrait préciser son plan ce jeudi. Bonsoir Marc Toiti. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes économiste et vous êtes à la CDFI, rappelez-moi ce que c'est. C'est mon cabinet qui s'appelle, donc ça veut dire aux commandes de l'économie et de la finance. Voilà, simplement. Franck Boisiz, merci d'être là, vous êtes journaliste. Boisiz, il est là. Pardonnez-moi. Alors, d'habitude j'ai des... Voilà, c'est là, pardonnez-moi. Journaliste à Libération, spécialiste de l'aéronautique. Monsieur Bonsoir. Le député Schellenberger. Non. Pardonnez-moi, je n'ai absolument pas... Non, mais alors, je ne savais pas, je n'avais pas exactement... Michael Nogal, pardonnez-moi. Je suis absolument désolée. Député La République En Marche de Haute-Garonne et le journaliste à Libération que vous êtes. Non. Mais Christophe Mallogy, secrétaire général FO Air France. Pardonnez-moi, je n'ai pas ma petite note. Je suis absolument désolée. Christophe Mallogy, vous êtes syndicaliste et on va commencer peut-être par vous, parce que ce sujet est extrêmement, extrêmement grave. Est-ce que vous avez une idée entre Airbus et Air France, avec les sous-traitants, de l'ampleur de la saignée sociale qui se prépare ? Non, j'aurais du mal à m'exprimer sur Airbus puisque je n'ai pas les données chiffrées. Sur Air France, les chiffres officiels n'ont pas été encore présentés, ça le sera vendredi, donc difficile de les commenter aussi. Mais quoi qu'il arrive, le secteur du transport aérien, au regard des emplois et de ce qui pèse dans notre pays, ça risque d'être un drame social. Ouais. Concernant Airbus, on est sur à peu près 15 000 suppressions de postes dans le monde, 5 000 en France. Les sites les plus touchés, est-ce qu'on a une idée ? C'est toute l'Occitanie, c'est la région de Toulouse, parce qu'avec les sous-traitants, on arrive à combien ? C'est au moins plusieurs centaines de milliers de personnes ? On n'est pas là encore. Hein. Je pense qu'il ne faut pas... disons qu'il faut prendre la mesure de l'ampleur des dégâts. Ouais. C'est-à-dire qu'on a effectivement une récession mondiale qui aujourd'hui est dramatique. Et donc, évidemment, comme on est en plus sur un discours un petit peu de démondialisation, on n'a pas arrêté de nous dire qu'il faut arrêter de prendre l'avion, etc. Donc, une sorte de, effectivement, vol bashing, entre guillemets. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas à la fois dire, non, il faut arrêter de prendre l'avion. Et puis, quand derrière Airbus ou Air France licencie, c'est très grave. Il faut éviter ces licenciements. Donc c'est ça le vrai enjeu, c'est qu'on a une crise historique pour le secteur de l'aérien, on a une baisse, les chiffres sont énormes, hein, c'est-à-dire qu'au niveau mondial, on aurait une baisse d'à peu près 290 milliards de dollars du chiffre d'affaires du secteur aérien mondial, moins 85 milliards de dollars juste pour l'Europe. C'est quand même des chiffres qu'on n'a jamais vus. Et puis surtout les perspectives. C'est ça qui est inquiétant. On ne sait pas comment on va réussir à s'en sortir. Est-ce que demain on va... Alors si on a une deuxième vague, est-ce que le tourisme va redémarrer ? Est-ce que le travail d'affaires va redémarrer ? Tout ça pour l'instant n'est pas garanti. Donc c'est ce qui fait qu'effectivement, vous l'avez bien dit, on a déjà des premières phases de licenciement qui vont malheureusement s'aggraver. Et bien sûr, derrière, vous aurez les sous-traitants qui vont également payer la facture. On va peut-être sur l'ampleur, Franck Boisiz. Quand même, parce que n'oublions pas une chose, il n'y a plus que 2 constructeurs d'avions en ce bas monde, Airbus et Boeing.
Il y en a un qui s'appelle Boeing, qui avait déjà de réels problèmes avant même que la crise sanitaire ne débute. Et Airbus a un carnet de commandes avec à peu près 10 ans de livraison devant lui. Oui, qui était en bonne santé économique. Donc on peut comprendre qu'effectivement, et nous on l'a constaté à Libération, il y a des avions qui ne sont pas pris par les compagnies aériennes qui les ont commandés. Néanmoins, ce qu'Airbus refuse de nous dire aujourd'hui, c'est pas faute de leur avoir demandé, c'est quel est le niveau véritable des annulations qu'ils ont dû enregistrer qui justifierait les 15 000 suppressions d'emplois qui sont annoncées. Ouais. Et donc on a une forme de déséquilibre. Donc pour vous, il y a quoi, une forme de doute sur la nécessité d'aller aussi loin dans les suppressions de postes? Il y a un doute qui touche Airbus, mais qui touche l'ensemble de l'industrie. Et nous posons la question régulièrement à Libération, qui est de dire, est-ce qu'à un moment donné, les plans sociaux qui sont annoncés, certes, répondent en partie à la crise économique que nous vivons, mais ne sont pas également une opportunité pour faire des réductions de coûts qui vont passer de manière un petit peu plus douce, on va dire, malheureusement, sous la coupe de la crise sanitaire. Michael Nogal, que peut le gouvernement? On sait qu'il y a des plans de soutien massifs, 7 milliards pour Air France, l'État est actionnaire. Vous allez quoi? Vous allez rallonger les aides? Ou il y a une forme d'impuissance des pouvoirs publics dans cette situation? D'abord, je veux dire que si aujourd'hui les annonces de Guillaume Faury et la possible suppression de 15 000 emplois en Europe et 5 000 en France inquiètent, si l'État n'avait pas été au rendez-vous, on ne parlerait pas de 5 000 emplois menacés en France, mais bien plus. Donc je crois qu'il n'y a aucune entreprise, et j'ai échangé encore aujourd'hui Le Maire a déjà dit que le plan était excessif. J'ai encore échangé avec le ministre de l'économie. Cet après-midi. Je crois que personne n'a à cœur de supprimer des emplois. Est-ce que le gouvernement peut s'y opposer, franchement? L'État a accompagné pendant la crise. Il faut avoir en tête que 98% du trafic aérien était complètement arrêté. Oui, non, mais ça, tout le monde... Comme ça a été dit, la reprise tout le monde fait ce constat. Hein, la reprise est très lente. Un arrêt complet, donc la construction des avions qui s'arrêtent, les carnets de commandes, etc. L'épidémie aux États-Unis, en Australie, en Chine, personne n'est capable de dire ici comment l'épidémie du Covid va évoluer. Donc évidemment, on est tributaire de ça. Donc l'État doit être au rendez-vous, ce sera le cas avec un dispositif d'activité partielle longue durée qui est en cours d'élaboration et justement en lien avec les syndicats. Il y aura peut-être des départs anticipés, mais toujours sur la base du volontariat. En tout cas, ce que l'on dit avec le gouvernement, les parlementaires, et on rejoint la préoccupation des syndicats, c'est qu'il faut éviter tout licenciement sec et tout départ contraint. Christophe Mallougy, sur cette question-là, au fond du calcul stratégique, est-ce que vous avez l'impression que cette crise, elle ne cache pas d'autres licenciements qui ne lui doivent pas tout? Il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet conjoncturel, à savoir la crise. Donc, combien de temps elle va durer, combien de temps on mettra pour retrouver une activité équivalente à 2019. Certaines disent 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans. Donc, en fait, on n'a pas exactement les chiffres et on les maîtrisera jamais. Il y a aussi du structurel. Et les compagnies low cost avaient commencé bien avant nous à faire beaucoup d'économies sur les coûts, quitte à faire du dumping social et fiscal. Et aujourd'hui, les compagnies legacy comme Lufthansa ou les groupes comme IAG ont annoncé d'énormes suppressions d'emplois avec des baisses de salaire. Donc nous, la solution de l'activité partielle doit se négocier dans les entreprises pour permettre déjà sur le conjoncturel de passer les 2 années qui arrivent parce que rien ne sera résolu. À ce stade, vous refusez déjà les 5000 suppressions de postes. Vous êtes évidemment en négociation, mais c'est... Alors chez Air France, c'est pas 5000 en fait, parce que pardonnez-moi. Je suis d'Air France. Mais en tous les cas, quel que soit le nombre de suppressions d'emplois, nous on veut déjà faire l'analyse de ce qui est structurel et conjoncturel, de pouvoir regarder si la stratégie aussi fonctionne, parce que cette perte d'emplois sont liées à une stratégie, et derrière il faut s'assurer que Air France puisse continuer. 7600 chez Air France, 5000 chez Airbus. Je corrige. Marc Toiti, il y a eu des erreurs stratégiques quand même à Airbus. Là, je parle d'Airbus. Non, moi je dirais qui peuvent expliquer la 380 par exemple. Il y a l'échec de la 380 effectivement, mais bon, comme on l'a dit un instant, c'est vrai qu'Airbus est une compagnie exceptionnelle. C'est-à-dire c'est un fleuron européen, français bien sûr, mais également européen. Donc il faut quand même pas l'oublier. C'est 135 000 salariés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, bien sûr, c'est 10% au total. C'est énorme, mais c'est quand même, je dirais, une entreprise qui va pas comme ça s'effondrer. Donc malheureusement, on a une réalité qui est sans précédent. Donc c'est sûr qu'il faut réagir. Alors il y a eu déjà des annulations, alors on ne sait pas effectivement combien dans le détail. Moi je pense qu'il y en a justement beaucoup plus, mais qu'ils ne veulent pas justement affoler notamment les investisseurs. Mais le vrai enjeu, c'est qu'il faut bien prendre conscience que Boeing justement a déjà malheureusement licencié 16 000 personnes. Et pour revenir sur les compagnies aériennes, parce qu'effectivement là aussi on l'a évoqué, c'est pas que Air France, c'est pas un mal français, parce que là on a, vous voyez ce que on pourrait penser que c'est uniquement la France. Justement en France, encore une fois, on a aidé effectivement nos
nos entreprises, alors peut-être pas assez. C'est vrai qu'il y a eu aussi un secteur du tourisme qui est massacré, parce que c'est un peu ça. Hein. Pourquoi aujourd'hui on a moins d'avions commandés? Parce que les compagnies aériennes volent moins. Alors bien sûr, il y a les low cost, notamment. Marc Toiti, elles volent moins provisoirement. Et puis peut-être la question qu'on aurait pu poser à monsieur... Mais le business model, je termine, le business model effectivement des low cost aujourd'hui risque, je dirais, de disparaître. Donc c'est ce qui fait que malheureusement, beaucoup de compagnies vont annuler des commandes au niveau d'Airbus. Elles vont plus reporter qu'annuler des commandes. Et monsieur Noga, on aurait quand même pu vous poser une question également. L'État français a mis 2 milliards sur la table pour aider les compagnies aériennes à décaler leurs échéances pour acheter des Airbus. L'État a mis 600 millions d'euros sur la table pour acheter des hélicoptères pour l'armée en anticipation, de façon à garnir un petit peu les finances d'Airbus. Est-ce que l'État français, finalement, que vous représentez quelque part, qui est actionnaire d'Airbus à hauteur de 10%, n'aurait pas pu dire, finalement, pour des techniciens dans la construction aéronautique qui sont hautement qualifiés, c'est un vrai dommage pour les entreprises que de les licencier maintenant, quand on en aura peut-être besoin dans 2 ans, dans 3 ans, et qu'il faudra de nouveau reformer des compagnons et prendre du temps et de l'argent pour les mettre à niveau, alors qu'on aurait peut-être pu les garder. C'est justement, pour aller dans votre sens, c'est justement le principe de l'activité partielle longue durée. C'est quoi le chômage partiel longue durée? C'est préserver les compétences et les emplois. On sait qu'il va y avoir un creux pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. On veut préserver ces compétences, à la fois chez Airbus et aussi chez les sous-traitants. C'est aussi pour ça qu'on fait l'activité partielle. C'est aussi pour ça que l'État prend en charge une part supplémentaire de l'apprentissage, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un creux générationnel dans l'ingénierie et dans les projets. Mais ça, c'est pour limiter la casse, monsieur. Les 5800 c'est pas l'emploi longue durée, c'est pas chômage longue durée partiel. Si vous voulez, on peut reprendre le plan aéronautique de 15 milliards. Il y a évidemment 7 milliards axés sur Air France avec des PGE et des prêts d'État. Vous avez, là on est en train d'examiner à l'Assemblée nationale le PLFR 3, le projet de loi de finances rectificative numéro 3, avec des budgets, un abondement de budget sur la robotisation, avec 100 millions dès cette année, 200 millions en 2021 et 2022. On augmente les budgets en recherche et développement et en R&T. 1,5 milliard, il faut que les Français se rendent compte, aujourd'hui en recherche pour 2020, ce qui était prévu comme budget c'était 135 millions. On aura 1,5 milliard sur 3 ans. Bien, mais par exemple, Airbus a de très bons ingénieurs. Airbus est connu à préserver l'emploi aussi sur les territoires. Le fleuron justement de l'innovation technologique. Est-ce que vous craignez pas que, voilà, avec le rebond, c'est peut-être l'économiste qui va nous dire, avec le rebond de cette activité, elle finira par repartir. On se prive de ces ressources humaines-là. On veut sauvegarder les emplois. C'est l'objectif de tout le monde, c'est sauvegarder les emplois. C'est-à-dire que je pense que justement là, c'est un vrai sujet, parce qu'on a vu après les élections dernièrement, on parle beaucoup de décroissance. Est-ce que on dit oui, non, il faut décroître, il faut baisser le niveau de PIB, de richesse, etc. Mais là, on voit ce que ça coûte, la décroissance. Quand vous avez une activité qui s'effondre, ben vous détruisez des emplois derrière, des entreprises qui disparaissent. C'est ça qu'on veut. Mais effectivement, attendez, je termine. Effectivement, le vrai enjeu, il est là. C'est ce que vous avez dit. C'est que la dynamique, moi je pense pas qu'il faut tabler sur la reprise parce qu'elle sera molle malheureusement cette reprise. Il faut tabler justement sur de l'innovation. C'est-à-dire que le seul moyen de faire de la croissance durable dans un monde fini, c'est en optimisant l'existant au travers du progrès technologique. Et donc il faudrait qu'aujourd'hui effectivement pour Airbus, on arrive, on parle de l'avion à hydrogène ou autre, mais qu'on arrive justement, c'est pas normal qu'aujourd'hui la voiture électrique elle soit américaine. On va parler des questions écologiques. C'est ça le vrai enjeu, c'est que il faut qu'aujourd'hui nous ayons sur l'aviation, sur l'Airbus, un nouveau moyen effectivement, et comme ça de manière rétroactive. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut 30 ans à peu près pour développer un avion. 30 ans, n'exagérons pas. Mais au moins en tout cas une vingtaine d'années. Et puis comme vous avez la mémoire de l'économie dans vos fonctions, vous vous souvenez quand même qu'après le 11 septembre 2001, où les avions se sont arrêtés de voler, après la crise financière de 2008, où les avions se sont arrêtés de voler, quelques mois, quelques années après, le trafic aérien mondial a recontinué à croître de 50% par an. Attendez, la crise de 2008 et la crise qu'on connaît aujourd'hui n'ont rien à voir. C'est une erreur d'analyse que de procéder comme ça. Ça n'a rien à voir. C'est un effondrement. Mais non, mais pas du tout. Si je peux parler de compétences, parce que moi, mon secteur, c'est plus l'emploi que l'économie, c'est qu'en fait, on se retrouve avec des avions qui sont cloués au sol, avec des compagnies qui vont chercher à investir, si elles ont la trésorerie pour le faire, dans des nouvelles technologies, des avions plus économes en kérosène. Par contre, les avions qui sont au sol, qu'est-ce qu'on en fait ? Les vieux avions, en fait, en France, on n'a pas d'usine pour démonter ces avions, et peut-être que le savoir-faire qu'on a de construire des avions peut être utilisé pour les déconstruire. Les démonter. Michael Nogan, je partage totalement. J'ai rendu une contribution à Bruno Le Maire et à Jean-Baptiste Djebari sur ce sujet, et j'ai proposé justement qu'on développe cette filière industrielle du démantèlement. On a aujourd'hui des acteurs tels que Tarmac qui à Tarbes font du démantèlement.
je pense qu'on va avoir besoin d'augmenter les volumes parce qu'en effet, de plus en plus d'avions vont sortir des flottes. Et j'ai même aussi proposé, ça c'est un sujet qui doit être discuté au niveau européen, mais une prime à la casse européenne pour justement accélérer la sortie des avions les plus polluants et puis essayer de relancer la machine, relancer les commandes pour faire vivre toute cette filière. Ce qui est sûr, c'est que les prix vont sûrement augmenter. D'un mot, le billet à 10 €, Jean-Baptiste Djebari, il a déjà dit, c'est terminé. Donc tout le business model du low cost aujourd'hui, effectivement, il est battu en brèche. Je reviens justement sur... C'est pas la même crise qu'en 2008 ou même qu'en 2001. Effectivement, c'est dramatique aussi, c'était un changement de paradigme. Mais c'était une crise en 2008 financière, en 2001, bon, on va dire plus terroriste. Là, le problème qu'on a, c'est que moi, j'ai pris l'avion dernièrement. Donc vous avez le masque, vous avez les hôtesses en mitouflé, etc. C'est-à-dire ça donne pas envie de voyager, vous voyez ce que je veux dire. Donc si on doit faire des vols de 10 heures comme ça, c'est clair que tout le business model, je dirais, de l'aviation, de tourisme, mais également d'affaires, et là aussi est battu en brèche. Donc c'est là où, tant qu'on n'a pas un vaccin ou une thérapie, qu'on ne peut pas enlever nos masques pour prendre l'avion, c'est quand même un vrai problème pour les vols long courriers notamment. Et donc, c'est-à-dire que le modèle même de l'aérien est en danger. Donc c'est pour ça qu'on ne pourra pas redémarrer comme ça. Le modèle même de l'aérien est en danger. À l'heure où, ici même, on déposait une proposition de loi, François Ruffin, Delphine Batho, hier, pour faire des permis quota carbone de voyage en avion qui soit plafonné. Le modèle de l'aérien est en danger, dit Marc Toiti, et on a parallèlement de l'autre côté de la planète, c'est-à-dire en Asie, une nouvelle population, une nouvelle classe moyenne asiatique qui ne rêve que d'une seule chose, c'est découvrir ce vaste monde, qui fait qu'Airbus a installé des usines en Asie même, à Tianjin, et qui fait que demain, après-demain, cette nouvelle classe qui accède au transport aérien va voyager malgré tout, y compris avec un masque, et remplira donc les avions. Oui, mais comme vous le savez, aujourd'hui, les frontières sont fermées. Donc la Chine, c'est à elle seule, c'est 40% de la croissance mondiale, et notamment un peu plus dans le secteur aérien. Donc si effectivement, les Chinois asiatiques, vous l'avez bien dit, c'est sûr que c'est la croissance de demain. S'ils ne sont pas là, ou si on réduit effectivement, on continue de fermer les frontières, c'est ce qui se passe aujourd'hui, eh ben, ils vont pas voyager, même s'ils en ont envie. Allez, le mot de la fin. On sent que la ligne de crête est étroite entre les exigences écologiques et la reprise à terme. Airbus est installé aux États-Unis, Airbus est installé en Chine et produisent pour ces différents marchés. Si on prend la famille A320, elle est fabriquée entre Toulouse et Hambourg. Aujourd'hui, c'est la force de travail, j'allais dire, les usines, les sites de production qui sont menacés sur le territoire européen. Donc c'est ça, et l'État s'engage. Et encore une fois, le plan de 15 milliards, c'est un plan majeur. L'Allemagne soutient Lufthansa. Donnez les chiffres, s'il vous plaît. Le plan de 15 milliards, c'est d'abord 7 milliards de prêts garantis, donc ce n'est pas un vrai cassement monétaire. Je l'ai dit moi-même tout à l'heure. Et est-ce que vous pouvez me dire les budgets, notamment pour la recherche, $1,5 milliard, oui. tout à l'heure? $1,5 milliard, oui. Mais $1,5 milliard, c'est 10% de 15 milliards. L'activité partielle longue durée, tout ça, ça coûte des milliards. Et vous inquiétez pas, l'État sera au rendez-vous. Merci, messieurs. On est au début de cette crise. Elle va durer et vous aurez compris que vous serez amenés à en reparler. Et toutes mes excuses, vous avez compris que j'avais un petit problème d'impression de page. C'est l'heure de la chronique de Thomas Després. Ma journée à l'Assemblée. Nous parlions hier des bons résultats des écologistes aux élections municipales. Et bien ce soir, Thomas nous explique que ces élections n'ont pas fini d'impacter le fonctionnement de l'Assemblée. N'est-ce pas, Thomas ? Oui, exactement, Myriam. Et ces élections municipales ont également pour conséquence de nous priver de certains députés devenus maires et qui vont devoir quitter l'Assemblée. Je vous raconte tout ça. Alors sur la ligne de départ, ils étaient 63 députés candidats tête de liste à ces élections municipales. Ce week-end, 22 ont été élus et 20 ont donc décidé de quitter l'Assemblée nationale, le Palais Bourbon, où ils avaient été élus en 2017 et qu'ils vont donc devoir abandonner, préférant leur mandat de maire. Bonjour Gilles Lurton. Bonjour. Alors vous allez quitter l'Assemblée nationale. Je vais quitter l'Assemblée nationale à la fin du mois de juillet avec beaucoup de regrets. Mais ça veut dire que l'Assemblée nationale, ça ne vous intéressait plus ? J'adorais. Mais vous savez, il y a des conditions politiques qui font que parfois, il y a des opportunités qui se présentent. Et puis parfois, la population vous pousse un petit peu aussi. C'est ce qui s'est passé à Saint-Malo. Ils m'ont tous un peu poussé à faire une liste pour ces élections. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le mandat de député, aujourd'hui, il n'attire plus ? Ça veut dire tout simplement que peut-être on aurait dû mieux réfléchir sur le cumul des mandats. Je pense qu'il avait frappé les Français, c'était le cumul des indemnités. Mais si on avait fait une loi en disant il n'y a pas de cumul d'indemnités, mais un député qui veut être maire ou un maire qui souhaite être député, il pourra le faire, mais sous réserve que le cumul n'existe pas. Je pense que l'appréciation aurait été différente. Il y a près de 60 députés qui se sont présentés en tête de liste aux élections municipales. Ça veut dire que le mandat de député, il n'intéresse plus ?
Pour ce qui me concerne, non, j'avais une passion pour cette Assemblée nationale. J'y ai fait adopter une loi jeudi dernier. J'aimais beaucoup ça, mais vous savez, la vie politique, elle est faite de ça. Il y a un moment où on a besoin de vous à un autre poste et j'ai pris mes responsabilités, je les assume. Lorsqu'un député quitte l'Assemblée, il est normalement remplacé donc par son suppléant. Oui, mais voilà, selon nos informations, 5 des suppléants des députés élus ce week-end ne veulent pas devenir députés. De nouvelles élections vont donc devoir être organisées dans les circonscriptions. Nous, on a voulu savoir pourquoi ce mandat de député ne faisait pas rêver ces 5 suppléants-là. Il faut être un peu fêlé pour accepter d'être député aujourd'hui. Il y a un antiparlementarisme qui est quand même extraordinaire. On est un Parlement un peu malmené. Même la majorité se trouve parfois le doigt sur la couture et un peu malmenée. Alors imaginez dans l'opposition, on a parfois le sentiment de regarder les trains passer et de ne pas pouvoir le prendre, le train, parce que vous êtes minoritaire, parce que vos amendements ne passent pas. Vous pouvez passer des dizaines d'heures à bosser pour 5 minutes en séance à défendre un truc super, chut, qui fera flop parce que la majorité vous dit flop. Voilà Myriam, on suivra l'arrivée de ces suppléants, nouveaux députés à la rentrée pour savoir ce qu'ils pensent de leur mandat parlementaire. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans ma journée à l'Assemblée. Et ainsi s'achève cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau Ça vous regarde. Très belle soirée sur LCP.